Cette semaine, à TVL Info, la mairesse de Colombier reconnaît des manquements, le déclin démographique se poursuit, Audrey-Anne Foster, 11e au Canada. La mairesse de Colombier, Claire Savard, a reconnu qu'il y avait eu quelques manquements lors de la gestion de la panne d'électricité dans sa municipalité du 23 au 28 décembre et a tenu à remercier ceux qui ont assuré la sécurité des citoyens durant son absence. Elle a dit merci spécialement à la pro-maire Caroline Tremblay, aux pompiers du service de sécurité incendie, aux bénévoles et à la Sûreté du Québec qui ont vérifié certains foyers pour s'assurer que les gens étaient en sécurité avant de débuter la séance du conseil municipal le 17 janvier, à laquelle ont assisté moins de 10 citoyens. Les élus se sont rassemblés le 5 janvier afin de faire le point sur la crise qui a touché la localité après la tempête hivernale de Noël. Lors de la rencontre, ils ont constaté qu'il y avait eu quelques manquements au plan de mesures d'urgence. Le conseil municipal va travailler ensemble à mettre à jour le plan d'urgence durant les prochains jours, selon Mme Savard. À la période de questions, les citoyens présents à l'Assemblée ont pu s'exprimer sur les sujets à l'ordre du jour, mais c'est plutôt la gestion de la panne de courant qui a été questionnée. D'abord, la directrice générale Mylène Charron a expliqué l'absence du réseau cellulaire. TELUS lui a confirmé que le soir de la tempête, il y a eu un impact sur la centrale principale, ce qui a provoqué la coupure du réseau. En ce qui concerne le plan de mesures d'urgence, il a été considéré comme ambigu lors de la rencontre des élus au début janvier. Il sera amélioré et mis à jour, a assuré la directrice générale, ajoutant que ça prend des épreuves pour s'améliorer. Il a également été précisé que la période de 72 heures est établie par le ministère de la Sécurité publique avant de déclencher les mesures d'urgence, même l'hiver, selon Mme Charron. La directrice générale rencontrera l'équipe régionale de la Sécurité publique prochainement afin de regarder le plan pour le modifier et le mettre plus détaillé. Pour ce qui est de la génératrice, l'équipe municipale a fait un tableau et toutes les semaines, l'inspecteur municipal s'occupe désormais de la démarrer au moins 5 minutes. Le déclin démographique se poursuit sur la Côte-Nord, tandis que les autres régions administratives du Québec ont vu leur population augmenter entre le 1er juillet 2021 et le 1er juillet 2022. L'Institut de la statistique du Québec a publié son bilan démographique de la dernière année et présente les principaux changements et les estimations de population régionale au 1er juillet 2022. Alors que les autres régions marquent un bilan positif, la population de la Côte-Nord continue de baisser. En date du 1er juillet 2022, la région enregistrait 90 405 habitants, comparativement à 90 523 l'année précédente. Depuis 2018, la région note une baisse démographique chaque année. En 2018, la population est estimée à 91 160 habitants. Plus précisément, le taux d'accroissement annuel est de moins 1,3 pour 1000 habitants. L'Institut de la statistique indique qu'il s'agit de la seule région où la population a décliné au cours de la dernière année. L'ampleur de la décroissance se maintient toutefois à des niveaux relativement faibles depuis 3 ans. La MRC de la Haute-Côte-Nord, quant à elle, ne peut pas se réjouir. Elle figure au 2e rang de celles touchées par le déclin démographique sur la Côte-Nord. En première place, on retrouve Kaniapisco. Effectivement, selon l'Institut de la statistique du Québec, la Haute-Côte-Nord enregistre un taux d'accroissement négatif de moins 6,5. Sa population est passée de 10 455 personnes à 10 387. Il s'agit de la plus grande diminution des 5 dernières années. En 2021, le bilan affichait un taux de moins 3,3. Le conseil municipal de Portneuf-sur-Mer a donné son aval pour l'octroi d'un congé sans traitement de 3 mois au directeur général Simon Thériault, qui relèvera d'autres défis professionnels en tant qu'agent de développement à la ville de Bécomo. Celui-ci a quitté ses fonctions sans solde du 16 janvier au 16 avril. Durant cette période, les élus ont résolu de nommer une directrice par intérim. Avec sa connaissance des dossiers municipaux, sa formation de directrice municipale agréée et ses compétences, Annie Morin a accepté d'occuper cette fonction, a dévoilé le maire Jean-Maurice Tremblay. Elle recevra une prime de 20 % pour assurer l'intérim et elle pourra réintégrer son poste de directrice adjointe au terme de cette période. Les élus de Portneuf-sur-Mer ont adopté une modification à la politique des conditions de travail des employés municipaux datant de 2019.
À compter de la semaine dernière, la municipalité ne mettra plus de personnel à la disponibilité pour les appels de service les nuits de semaine. Il conserve cependant une prime de disponibilité pour les fins de semaine. Cette action représente une économie de 11 000 $ dans le budget 2023, a précisé le maire lors de la séance du conseil municipal tenue le 11 janvier. D'autres modifications de moindre importance ont également été réalisées dans cette politique. La réfection extérieure et l'amélioration de l'espace commun du bâtiment de la salle de quilles fait partie des projets voulant être réalisés par les élus de Portneuf-sur-Mer. Question de lancer le projet et de le financer le plus rapidement possible, ils ont autorisé l'agence de développement à demander une estimation des coûts de réalisation des travaux. La firme EPA Architecture a été approchée pour déposer une offre de service, laquelle est satisfaisante aux yeux du conseil municipal. L'entreprise a donc été mandatée à faire l'estimation au coût de 14 850 $. Le groupe Boissaco a trouvé une façon inédite de valoriser la ressource ligneuse en créant une nouvelle usine qui récupère les pièces de bois rejetées lors du rabotage. Un investissement de 200 000 $ qui crée 3 emplois en plus d'optimiser le développement durable. L'installation de ce procédé de récupération et de valorisation a été complétée à la fin décembre par l'entreprise de Sacré-Cœur. L'objectif, revaloriser les pièces de bois brut séchées de différentes dimensions et longueurs qui sont rejetées lors de l'opération de rabotage. Ces dernières étaient historiquement destinées à la déchiqueteuse pour les copeaux et avec le procédé d'éboutage mis en place. L'entreprise en fera dorénavant des composantes de 4 pieds de différents grades, comme l'explique le président de Boissaco, Steve Saint-Gelais. Cette nouvelle initiative permettra de récupérer 1,2 million de pieds de mesure de planches, autrefois non valorisés, selon les prévisions. C'est l'équivalent de 1200 tonnes de copeaux de bois. Quelque 70 % du bois récupéré sera utilisé comme produit de sciage, tandis que le 30 % restant sera converti en biomasse. La nouvelle usine, qui n'a nécessité que quelques mois de réalisation, est également zéro déchet, une autre fierté pour l'entreprise. Les équipements qui ont été installés ont tous été récupérés dans les autres usines de Boissaco. Ce procédé a en effet été conçu à 100 % avec d'anciens équipements et composantes qui ont été démantelés lors de la réalisation de projets de modernisation à l'usine au cours des dernières années. Le projet de valorisation a été réalisé en partenariat avec François Girard, un jeune homme débrouillard et ingénieux, avec qui Boissaco entretient des liens de collaboration depuis déjà plusieurs années et avec qui elle a développé une formule de partenariat pour réaliser ce projet. Pour Steve Saint-Gelais, il était clair que l'usine implantée cadre parfaitement avec les valeurs de l'organisation, dont la mission est de mettre en valeur les ressources de manière optimale et responsable dans un esprit de développement durable. Considérant les analyses réalisées, ce projet devrait engendrer un retour sur investissement relativement court. Les entrepreneurs sont par ailleurs confiants que ce dernier sera un succès compte tenu de l'excellente formule de partenariat qui a été mise en place. La vie au nord du 52e parallèle est intrigante. L'autrice originaire de Forestville, Myriam Desjardins-Malenfant, la démystifie dans son livre « Nos expéditions au nord du 52e parallèle, saison 1 », fraîchement lancé en décembre et destiné aux jeunes lecteurs de 5 à 12 ans. Inspirée de ses aventures à Fermont et au Labrador, les 7 histoires racontées dans le roman illustré par Isabelle Grenier mettent en lumière les activités à l'image du nord du Québec et par le fait même de la Côte-Nord, tout en apportant un côté éducatif. Myriam, qui demeure à Fermont depuis plusieurs années, a commencé à l'écrire en 2016 et elle pouvait le laisser de côté plusieurs mois avant de reprendre l'écriture. C'est donc à temps perdu qu'elle a avancé, mais l'an dernier, elle s'est donné l'objectif de le finaliser pour mener à terme son projet. C'est par hasard, lors d'une séance photo, qu'elle a rencontré Isabelle Grenier, l'illustratrice de son livre jeunesse. Les lecteurs vivront des aventures de pêche estivale et hivernale, de motoneige à la plage de Forestville, en traîneau à chien, en forêt et bien plus encore. L'aspect éducatif touche plusieurs sujets, dont la culture autochtone, que l'autrice aborde sans toutefois se l'approprier. Le livre a été réalisé en auto-édition et imprimé à 500 copies pour l'instant. Il permet également aux parents d'échanger avec leurs enfants qui sont invités à répondre à certaines questions dans un but interactif. Ils ont aussi l'opportunité de raconter leurs aventures à leur tour via un site web. Celles-ci seront peut-être utilisées pour un prochain projet.
Le bouquin est disponible sur le site Internet du projet, la boutique en ligne de Bouquinbec, à la librairie Côte-Nord, à Sept-Îles, et des démarches sont entamées pour d'autres librairies régionales. Il est au coût de 31 $ livraison incluse. Une suite fait aussi partie des plans de la Fermontoise, œuvrant dans le domaine du tourisme par l'entremise d'Aventure 52e Parallèle, dont elle est copropriétaire. Le gouvernement du Québec accorde une aide financière de 676 000 à 12 médias communautaires de la Côte-Nord. Du journal à la radio, en passant par la télévision et le web, ces sommes sont versées dans le cadre du programme Aide au fonctionnement pour les médias communautaires, ainsi que du plan d'action gouvernemental en matière d'action communautaire. Pour couvrir l'actualité et pour informer les gens d'ici, les médias jouent un rôle fondamental selon Catherine Champagne-Jourdain, ministre de l'Emploi et responsable de la Côte-Nord, qui se dit très heureuse de ce financement puisque dans notre région, les médias communautaires contribuent aussi au développement local et régional. Des montants allant de 19 000 $ à plus de 71 000 $ ont été octroyés aux médias de la région dans le but de leur soutenir dans leur mission et leur travail respectifs. La télévision du littoral fait partie des récipiendaires et a obtenu une somme de 44 980 $ pour l'achat de nouveaux équipements, entre autres. Les petits villages de pêcheurs sont installés sur la rivière Portneuf à Portneuf-sur-Mer et sur la rivière Laval à Forestville. La saison de la pêche blanche est débutée. Les eaux sont suffisamment glacées pour accueillir les cabanes qui sont de plus en plus nombreuses chaque année. Du 1er décembre au 31 mars, les pêcheurs d'éperlans ont le droit à 60 prises quotidiennes à la ligne ou à la mouche selon les règlements de la pêche sportive au Québec, pour la zone 18. Un maximum de 5 lignes est autorisé. Rappelons qu'à Forestville, la pêche sur la rivière Laval est désormais réglementée par la Ville. S'étant qualifiée au défi du Canada, la Foresvilloise Audrey-Anne Foster a participé à ses premiers championnats nationaux de patinage 2023 en tant que senior. La compétition a eu lieu à Oshawa, en Ontario, la semaine passée. Il s'agissait d'une belle expérience pour la patineuse qui a beaucoup apprécié l'ambiance de la compétition, surtout que sa famille était présente pour l'encourager. Les 18 premières patineuses du Défi du Canada ont participé à ces championnats canadiens. Audrey-Anne Foster, qui a terminé 12e du programme court, a pu monter un échelon supplémentaire avec un bon programme libre. Elle a donc terminé la compétition à la 11e place. La passionnée de patinage est fière de sa performance. Selon elle, la compétition est plus relevée dans la catégorie senior. Ça ne lui a pas empêché de réaliser son record de points pour le programme long. Comme c'est la dernière compétition de la saison pour Audrey-Anne, elle a décidé de s'octroyer une petite semaine de congé avant de reprendre l'entraînement tant sur la glace que hors glace. La prochaine compétition prévue est à l'été. C'est ce qui met fin à ce bulletin d'information. À la semaine prochaine.